Les animaux et la gendarmerie, c'est une vieille histoire, c'est quelque chose de très ancien. Oui, historiquement, il y a un lien très fort entre la gendarmerie et les animaux. La gendarmerie qui est forte de 800 ans d'histoire, 8 siècles, a toujours entretenu ce lien. Historiquement, les gendarmes étaient à cheval, hein, voilà, les serfs-gendarmes, comme on dit. Et donc, chaque gendarme avait un cheval attitré. Il avait du foin et de l'eau qui lui était fourni pour nourrir son animal. Et donc, il y a toujours eu cet attachement entre les animaux et les militaires de la gendarmerie. Qui perdure aussi aujourd'hui avec la compagnie des gardes républicains, où le cheval est présent encore. Oui, tout à fait. On a gardé cette tradition en termes de représentation avec le régiment de cavalerie de la garde républicaine, qui a une fonction essentiellement de représentation vis-à-vis des diplomates et chefs d'État étrangers, qui accompagne le président de la République dans toutes les grandes cérémonies nationales et militaires. Et voilà, donc c'est un régiment qui a une renommée nationale mais aussi internationale et qui apporte un certain prestige à la gendarmerie et à la France. Les missions aujourd'hui de la gendarmerie, on parle d'abord de salubrité publique ? Oui, tout à fait. Donc les missions, elles sont multiples, hein, elles ont de nombreuses facettes. Elles dépendent bien sûr de notre type d'intervention, mais aussi de notre mode d'action au quotidien sur le terrain, au plus près des citoyens. Il y a tout d'abord la salubrité publique, forcément. On veille à ce qu'il n'y ait pas d'animaux errants, quel que soit le type ou la race, qu'ils soient pucés, vaccinés, pour des soucis évidents de sécurité et de salubrité publique, pour éviter des morsures, des infections et également les propagations de certaines maladies, quoi. Il peut y avoir des interventions terrain sur des moments un peu tendus, entre guillemets, comme on a vu avec les pompiers. Alors je ne sais pas si la gendarmerie, elle aussi, est habilitée peut-être aussi à intervenir sur des animaux dangereux ou autres, ou peut-être pour sécuriser le périmètre, ou comment ça peut... Alors, elle n'est pas spécialement habilitée, enfin en tout cas l'unité territoriale de base, elle n'est pas spécialement habilitée pour maîtriser un animal ou pour participer à sa capture. Néanmoins, si on est appelé sur une intervention où se trouve un chien dangereux ou menaçant, on devra être en mesure de pouvoir le maîtriser ou en tout cas de faire cesser la menace ou le danger. Donc ça peut malgré nous, j'ai envie de dire, rentrer dans le cadre de nos attributions pour la protection de nos personnels ou des victimes ou des gens sur les lieux, quoi. La gendarmerie intervient aussi dans le cadre du trafic. Oui, c'est une des missions principales de la gendarmerie, enfin c'est une des 3 missions principales. On a des gros problèmes de trafic à l'international, mais bon sur le sol français également, qui concernent de nombreuses espèces. Alors beaucoup connaissent la civelle, ces petits alevins d'anguilles là qui valent une fortune sur le marché asiatique notamment, et qui font l'objet de contrebande dans certains territoires français et qui après sont expédiés par voie aérienne ou maritime encore fraîches, encore vivantes à l'autre bout de la planète. Il y a effectivement donc la civelle, mais il y a aussi toutes les espèces menacées, quelles qu'elles soient, qui peuvent transiter par le sol français. Et il y a aussi une importation d'animaux exotiques dont la détention est interdite, puisqu'il s'agit plus souvent d'espèces menacées ou en voie d'extinction. Alors la gendarmerie justement, toujours en lien avec le monde animal, il y a des unités spécialisées. Oui, tout à fait. On a évoqué la garde républicaine, hein, qui a une fonction plus de prestige, mais les animaux au sein de la gendarmerie sont aussi un outil de travail, un vrai outil de travail, un partenaire, des militaires à part entière, hein. Certains sont décorés, ils ont un nom, ils ont un matricule, et notamment les chiens qu'on utilise beaucoup et dans différents types d'unités. On a tout d'abord le centre de formation national cynophile qui est à Gramat dans le Lot et qui forme tout type de chiens, donc à 4 spécialités principales. Donc on retrouve en premier lieu des chiens des détecteurs de stupéfiants, qui peuvent aussi être amenés à détecter des faux billets de banque avec l'odeur de l'encre, etc. Donc c'est des chiens qui arrivent, si vous voulez, dans un espace clos ou un espace semi-ouvert, à détecter une odeur de stupéfiant à plusieurs mètres, alors que ça serait fermé dans un casier ou dans un placard, et trouver des toutes petites quantités ou parfois des quantités beaucoup plus importantes dans le cadre de trafic. Et ça fait gagner forcément un temps monstrueux, un temps énorme aux militaires de la gendarmerie dans le cadre de contrôle. Ça nous permet de maximiser le nombre de véhicules, le nombre de personnes contrôlées et la taille des zones contrôlées. En quelques instants, un chien va trouver du stupéfiant là où nous, il nous faudrait plusieurs heures parfois pour pouvoir le trouver sans se décourager. Donc il y a également, donc, je disais, les faux billets de banque avec l'odeur de l'encre. Il y a au fin des chiens NEDEX, ce qu'on appelle détecteurs d'explosifs, donc qui détectent tout type d'explosifs qui peuvent actuellement être en circulation. Et également armes et munitions, donc ils sentent la poudre, les armes, et ça peut être aussi dans le cadre des missions dans les zones aéroportuaires, portuaires, tout ce qui est le contre-terrorisme.
Et enfin, il y a 2 autres spécialités qui se recoupent un petit peu. On a les chiens de recherche de personnes. Alors souvent, c'est les Saint-Hubert qui sont réputés pour leur excellent odorat. Alors c'est vrai que c'est toujours amusant de voir un Saint-Hubert débarquer sur une recherche en montagne, mais ils ont un odorat qui est extraordinaire. Ils peuvent se fier à une trace laissée par un être humain plusieurs heures après son passage et suivre. Et ça nous a permis souvent de retrouver des personnes disparues ou perdues en montagne ou dans d'autres zones. Et enfin, piste avalanche. Donc ça, c'est la spécialité du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne. Unité qu'on a ici en Ariège à Savignac et qui est présent dans tous les massifs montagneux français, dans les différents départements où il y a des montagnes et qui sont amenés dans le cadre d'avalanches à rechercher des personnes ensevelies sous la neige. Et donc on gagne un temps précieux encore une fois là, puisqu'on sait que lorsqu'une personne est sous la neige, ça se compte en minutes et chaque minute compte avant qu'elle puisse être sauvée sans que l'issue soit fatale. Voilà. On arrive au fameux chapitre de la maltraitance animale, donc qui est relativement récent, non pas la maltraitance, mais la prise en compte, ou du moins l'intégration dans les missions de la gendarmerie. Tout à fait. Disait Madame la sous-préfète, y compris à cet échelon-là, c'est des choses qui sont relativement récentes. Tout à fait. J'ai envie de vous dire, la gendarmerie s'adapte à la délinquance quotidiennement. On s'adapte au mode d'action de l'adversaire. Donc on adapte aussi nos réponses. La législation s'adapte aussi. Le législateur prend des nouvelles lois, il crée des nouvelles infractions. Et depuis quelques années, on voit une recrudescence des atteintes envers les animaux, principalement les animaux domestiques. Avec aussi l'impulsion d'associations de protection et de la défense animale. En lien étroit, on a développé un réseau au sein des forces de l'ordre, que ce soit police, gendarmerie, afin de pouvoir lutter au mieux contre la maltraitance animale. Donc cette maltraitance animale, elle peut prendre de diverses formes. Ça peut être du mauvais traitement, de l'abandon, de ne pas nourrir ou trop peu nourrir un animal. Ça peut être aussi le battre, lui administrer des produits toxiques. Donc tout ça, si vous voulez, c'est des infractions qui ont été prévues dans le code pénal par le législateur et qui sont de plus en plus sévèrement réprimées. Quelques années, c'était une simple contravention. Maintenant, c'est devenu un délit, donc puni d'une peine d'emprisonnement. Et voilà, ça peut aller chercher sur des peines qui sont vraiment, vraiment très graves. Et effectivement, c'est une bonne chose que ça a été pris en compte aux différents échelons pour pouvoir s'adapter à cette recrudescence d'infractions dans ce champ-là. Quels sont les moyens de lutte aujourd'hui que vous avez ? Les moyens de lutte, ils sont multiples, si vous voulez. C'est-à-dire que déjà, il y a une formation interne à la gendarmerie. Chaque gendarme suit des formations, que ce soit en EAD, en distanciel, sur des formations sur intranet, ou alors se documente. On met à son disposition des mémentos, des guides des infractions pour se sensibiliser là-dessus. Et après, il y a des moyens qui sont mis en place avec différentes associations, ou avec les pompiers, ou avec d'autres organismes de l'État, pour pouvoir lutter contre ces atteintes sur le monde animal. Donc ça peut être des lecteurs de puces, ça peut être du matériel de capture, ça peut être... il y a beaucoup de... Si vous voulez, les moyens, il y a des moyens au niveau national qui vont être déployés sur l'ensemble des unités, et après, j'ai envie de dire, qui sont déclinés au niveau local en fonction de la spécificité propre à chaque territoire, à chaque commune, et des liens avec les différents acteurs. Comment vous sont portés à votre connaissance les potentielles maltraitances ? Mais si vous voulez, il y a différents moyens de saisir la gendarmerie. Maintenant, donc le moyen le plus classique, c'est de faire le 17, ce que beaucoup de gens font. On le réflexe, maintenant, ils composent le 17. Si vous êtes dans une zone couverte par la gendarmerie, vous tomberez au centre opérationnel à la fois avec un gendarme qui vous renseignera et qui vous orientera vers l'unité territorialement compétente. Donc ça, c'est le premier moyen d'avoir des renseignements. C'est un centre d'opération, mais aussi de renseignement, qui est là pour renseigner l'usager, quelle que soit l'heure, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Après, il y a également le moyen de se présenter dans une brigade de gendarmerie sur les heures ouvrables pour exposer un problème. Vous serez renseigné par un gendarme en temps réel qui va vous dire si ça constitue une infraction, qui va vous renseigner, s'il connaît déjà la situation, etc. Et enfin, vous avez donc là aussi encore une fois on se modernise, il faut le dire. Vous avez maintenant des plateformes de signalement sur Internet, donc c'est valable pour des tas de choses, les escroqueries, les pré-plaintes en ligne, etc. Mais on a aussi des signalements maintenant pour la maltraitance animale. C'est-à-dire que si vous avez connaissance d'une situation d'un voisin qui bat son chien ou qui le nourrit mal ou qui a 10 chiens enfermés dans une cave sans eau, sans électricité, sans air, vous pouvez le signaler sur Internet, anonymement ou pas. Vous pouvez laisser des coordonnées, vous pouvez déposer anonymement en disant voilà, je tenais à porter à votre connaissance que dans telle commune, à tel endroit, voilà ce qui se passe. Ça arrivera, si vous voulez, sur les serveurs centraux de la gendarmerie, et après ça sera dispatché à l'unité territorialement compétente sur le lieu, qui après, elle sera chargée des investigations et de vérifier l'information.
Est-ce qu'il y a aussi des collaborations un peu formalisées avec des associations ? Oui, tout à fait. Régulièrement, on est sollicité par les associations de protection animale, que ce soit la SPA, 30 millions d'amis, la Fondation Brigitte Bardot. Enfin, voilà. C'est des acteurs du quotidien avec lesquels on entretient des relations. Après, il y a d'autres associations locales avec qui on développe des partenariats. Et si vous voulez, c'est des acteurs incontournables parce que ils ont une connaissance du terrain, ils ont une connaissance aussi de la législation qui peut être parfois plus fine que la nôtre sur certains aspects. Et c'est des gens qui ont des moyens à leur disposition. Je pense notamment à des cages de transport, à des chenils, voilà, des fourrières animales, des endroits où ils ont des liens avec les vétérinaires pour les soins, etc. Donc ça, pour nous on est un peu le bras armé, si vous voulez, de ces associations. Ils font appel à nous lorsqu'ils sont face à des situations inquiétantes. Et on les accompagne afin de sécuriser l'intervention et de s'assurer qu'ils puissent récupérer l'animal ou les animaux qui ont été maltraités. Voilà. Et vous, est-ce que vous avez personnellement un animal favori ou des animaux que vous ayez rencontrés dans votre expérience? Ouais, alors moi j'ai toujours eu un lien particulier avec les animaux. Alors j'en ai pas eu étant petit, je suis pas grandi dans une famille avec des chiens, des chats, etc. Mais quand j'ai rencontré ma conjointe, c'était une grande amoureuse des animaux. Et elle m'a transmis un peu ce virus. Rapidement, on a adopté un chat qu'on avait recueilli dans un verger qui avait à peine 3 mois, qu'on a toujours maintenant 13 ans après. Très vite après, on a recueilli un Doberman, un chiot Doberman qu'on a gardé des années. Et après, en Guyane, on a recueilli régulièrement à notre domicile des chiots, des jeunes chiots, qu'on fait comme une famille d'accueil. On a fait famille d'accueil pendant 2 ans. Et on recueillait des jeunes chiots de 2 mois jusqu'à l'âge de 4 mois, pour que le temps qu'ils puissent être vaccinés et être envoyés en métropole pour être adoptés. Donc on a eu en tout plus d'une quinzaine. On a recueilli aussi une vieille chienne qui était vraiment mal en point et qu'on n'a jamais pu rendre et qu'on a toujours aujourd'hui, 10 ans plus tard. Donc c'est un attachement particulier. Et puis moi, si vous voulez, depuis tout petit, je suis plongeur, j'aime la mer, l'océan, les fonds sous-marins et l'ensemble de l'écosystème sous-marin. J'ai toujours eu cette passion, j'en ai fait presque mon métier parce que j'étais moniteur de plongée. Après, dans la gendarmerie, j'ai pu allier ma passion et mon métier en étant enquêteur subaquatique pendant plusieurs années. Et j'ai eu l'occasion, donc j'ai un vrai coup de cœur pour la faune sous-marine. Et pour vous répondre, je dirais que mon animal préféré, ça reste le requin. Ouais. Alors, pourquoi le requin, vous me direz? Parce que j'ai toujours été admiratif, je pense, de son attitude très sereine quand il nage. Cet animal très imposant, qui sait qu'il est costaud, qu'il est en haut de la chaîne alimentaire, et en même temps très calme. Et en plus qui souffre de cette mauvaise image, de cette mauvaise réputation, alors qu'on sait que le moustique tue bien plus d'êtres humains tous les ans que le requin. Voilà. Donc le requin, c'est un vrai coup de cœur. J'ai eu la chance pour mes 30 ans, ça a été un cadeau que m'a fait ma compagne et mes amis. Je suis parti en Afrique du Sud plonger avec le grand requin blanc, plonger en cage, et c'était un moment inoubliable. Ouais, vraiment, ouais.